Et si aller mieux n'était plus une obligation? Les profondeurs de l'être, un espace où l'on ne cherche pas à fuir la douleur, mais à l'écouter. Ici, on descend. Dans nos entrailles, nos nuits noires, dans les pertes et les silences. Pas pour s'y perdre, mais pour y retrouver un sens, un fil, une trace, une voix. Franco-canadienne, entrepreneur et maman de 3 garçons, j'ai traversé bien des tempêtes. Et je ris, souvent trop fort. Parce que rire, c'est aussi survivre. Chaque semaine, une parole, un témoignage. Pas pour vous sauver, pour vous accompagner, un épisode après l'autre. Là où la souffrance devient passage, là où renaître devient possible. Bonjour Hervé, Bonjour Cécilia, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ce merveilleux lieu qu'est Marlange. et merci à toi de faire le voyage jusqu'ici, parce que c'est quand même pas à côté pour vous. Non, c'est pas à côté, mais c'est avec joie. J'avais vraiment hâte d'entendre ton histoire. Avant de commencer, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi, puis justement sur ce merveilleux lieu, en quelques phrases? Ah, ce merveilleux lieu, déjà, ça met la barre un peu haute. Donc nous sommes à Marlanges, sur la commune de Mérinchal, donc c'est dans un département qui s'appelle la Creuse, donc en France, au centre de la France, un peu au sud du centre, c'est-à-dire dans le Massif central, dans une région qu'on appelle les Combrailles, c'est-à-dire c'est une région prémontagneuse à l'ouest de la chaîne des Puys et au nord du Massif du Sancy. Donc c'est une région très bocageuse, très préservée. On a cette chance-là au niveau de la population. On doit être à 12 habitants au kilomètre carré, donc c'est vrai que c'est tranquille. C'est pas la Gaspésie, Non, mais on n'est pas loin derrière. vraiment. Voilà. Et pour la France, en tout cas, c'est très peu peuplé. Donc, au niveau psychique, c'est vrai que c'est très calme, très apaisant. Ouais. Et puis, on a eu la chance donc de découvrir cette ferme il y a 30 ans maintenant et d'avoir des amis qui... On était à la recherche d'un lieu pour faire grandir nos enfants dans un cadre préservé. Et on avait des amis cueilleurs de plantes qui avaient repéré cette ferme, qui n'ont pas pu l'acheter et qui nous l'ont indiqué. D'accord. Alors, quand on est arrivé, il y avait... bah, c'était quasiment en ruine en fait, mais il y avait 20 hectares avec la ferme. Et on a acheté ça, ce qu'on appellerait une bouchée de pain maintenant. On a payé ça 45 000 euros avec tout ce potentiel de bâtiment, mais bon, c'était quasiment en ruine. Donc il y avait énormément de travaux. On a fait 30 ans finalement de travaux en continu. Et, mais ce potentiel s'est révélé plus qu'utilisable puisque année après année, on est parti des chambres d'hôtes, on avait créé un petit camping. Après, nous, on faisait table d'hôtes, donc on faisait manger nos produits à la table, à la ferme. On produisait donc du cochon, des agneaux, de la volaille, nos légumes bien entendu, mais aussi du jus de pomme, un peu de miel. Enfin bon, il y en avait dans tous les sens. On était plus qu'occupés avec les enfants qui étaient en bas âge. Et ensuite, quand c'est les enfants qui ont repris, eux ont créé le restaurant. Et ensuite, nous, on a pu créer ce théâtre, le théâtre Hélios. Et donc, c'est vrai que ça fait maintenant un ensemble assez cohérent et qui permet plein de choses. Un bel outil, quoi. Un bel outil, mais qui est resté dans un cadre très préservé. Nous, vraiment, depuis le début, évidemment, on est en bio, mais au-delà de ça, c'était garder les arbres le plus possible, garder cet écrin de nature qui entoure ces bâtiments au bout d'un petit hameau de 20 habitants et où, pendant toutes ces années, on a eu la chance de voir arriver dès qu'une maison se libérait, nos amis avec qui il y avait ce lien intérieur. Et donc, c'est sûr que ça a changé totalement l'ambiance du lieu. De 2 habitants permanents avant notre arrivée, on est passé à plus de 20 habitants. 30 ans. La nouvelle génération s'est installée, les petits-enfants sont nés, nos enfants sont restés. Enfin, tout ça, ça a créé une dynamique qui a permis justement de toutes ces activités, notamment le théâtre, parce que seul, on n'aurait rien pu faire, c'est évident. C'est vraiment une aventure collective qui fait que quand les gens arrivent maintenant, disent comme toi là, oh, c'est un lieu merveilleux. Oui, mais il y a la face cachée. C'est aussi un lieu qui a demandé et qui demande encore beaucoup de travail pour pouvoir faire que ce soit reste beau et que ce soit accueillant. Et cette disponibilité qui fait aussi la qualité d'un lieu. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on peut être toujours le nez dans le guidon. Nous, on a découvert ça rapidement que de ce beau lagon bleu, on pouvait en faire un terrible enfer, quoi. Voilà, on peut créer un enfer même dans un très beau lieu paradisiaque selon les priorités qu'on se donne. Donc ça a vraiment été des leçons
qui se sont vite imposés. C'est-à-dire Oui, que Blandine a dit rapidement, bah écoute, soit tu fais du tri dans tous les animaux que tu as, soit c'est moi qui pars. d'accord. Donc ça, c'était radical. Non, mais ça m'a aidé. Mm. Elle a vraiment mis les freins. Et donc, on s'est séparé rapidement du troupeau de chèvres, puisqu'on faisait donc le fromage, donc ça, c'était au bout de 2 ans. Puis du troupeau de moutons que je savais vraiment pas bien gérer parce que pareil, ça demande beaucoup de temps, les animaux. Et on s'est, en priorité, on a mis nos enfants et ça, Oui, ça, on l'a pas regretté. oui. Voilà. Cette quête d'autonomie, en fait, de tout vouloir faire, de tout vouloir produire, ça peut vite devenir, comme tu dis, un cycle sans fin où tu t'arrêtes plus finalement. C'est ça, on dit aussi 36 métiers, 36 misères. Donc Ouais, c'est vrai que c'est ça aussi, c'est que il y a un côté très très charmeur, très le rêve qui devient réalité. Moi, j'avais toujours rêvé de devenir paysan, donc quand on a eu cette occasion de pouvoir partir de la ville et venir là, ben voilà, on veut réaliser tous nos rêves. Après, ben on est confronté au réel. ouais. Et quand j'ai fait ma reconversion, j'avais fait une formation en agriculture biologique et on connaissait déjà le lieu, donc j'ai pu faire le projet sur ce lieu, quoi. Et à D'accord. la fin, il y avait on rendait un mémoire et j'avais fait mon stage chez Pierre Rabhi. Voilà, donc il y avait plein de belles idées et c'était le projet tel qu'il est devenu, c'est-à-dire c'était vraiment chambre d'hôte, table d'hôte et Oui, servir. On peut pas être en circuit plus court que ça, quoi, oui, oui, puisqu'on oui. servait à la table nos produits. Mais les deux examinatrices m'écoutent et puis à la fin font. Mais est-ce que vous avez plus que 24 heures dans votre journée? Et voilà, et toute la messe était dite, c'est qu'en effet la réalité, c'est qu'après, ben a beau être plein de bonne volonté. Alors c'est vrai qu'au début, ou après quand on y repense, on se dit bah ouais, comment on a tenu, puisque on a acheté en mai, on est rentré dans les bâtiments en septembre alors que c'était en ruine. Enfin en tout cas, il y avait des arbres qui poussaient dans la maison, donc Ouais, d'accord. on avait mis le turbo et puis heureusement là encore, on a eu énormément d'amis qui sont venus nous aider à faire les travaux. Mais ensuite, bah, il fallait rentrer de l'argent, donc Mhm. on a ouvert la première table d'hôte, la première chambre d'hôte au bout d'un an et les autres à suivre. Le camping, c'était un gag parce que bon, bah, il fallait pas grand-chose, donc on avait juste une douche et puis en fait il y avait un toilette à l'extérieur où on avait fait le WC, mais j'avais pas eu le temps de faire les cloisons. Donc on avait mis un rideau avec marqué libre et d'un côté et quand on tournait le carton, c'était occupé. Et ça, c'est ce panneau-là, c'est le premier client, ça a été des Hollandais et là j'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes parce que pour lui, c'était pas possible, quoi. C'était vraiment Oui, ce que je lui présentais comme toilette, c'était juste impossible. Voilà, on a commencé quand même dans des c'est conditions très audacieux. bah, c'est là où on voit que l'inconscience peut avoir des avantages, quoi. Oui, C'est-à-dire que vraiment. ça a permis de se lancer dans ce projet avec l'envie, avec le rêve, mais sans vraiment savoir où on allait. Et puis au fur et à mesure, bah, voilà, il faut élaguer, il faut savoir dire, bah non, c'est pas ça la priorité. Et c'est là où on a vraiment besoin d'aide, je pense, quand on est le nez dans le guidon comme ça, c'est d'avoir des amis éveillés, ou en tout cas plus en recul, pour pouvoir nous dire, bah écoute, t'as des enfants, si tu t'occupes pas d'eux, ça sera trop tard après, quoi. Donc, Oui, et ça a été par exemple ça, la première boussole, c'était même quand on avait des hôtes, de pas oublier que c'était nos enfants qui étaient prioritaires, oui. euh, parce que c'est une vraie responsabilité. Et puis après, si l'autre il attend un quart d'heure pour avoir son plat parce que à ce moment-là l'enfant a vraiment un besoin, bah faut savoir l'accepter quoi. Parce que quand on Mhm. travaille sur le lieu de vie, Bien c'est sûr. ça qui est très confrontant quoi. Oui, oui, la ligne doit être très mince entre Ouais, les. Oui, 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 on peut vraiment se faire un enfer en 2 temps, 3 mouvements. oui. Donc voilà, donc il a fallu au fur et à mesure élaguer. Blandine a su mettre les freins à son mari qui était un peu tout feu tout flamme, qui n'empêche avec ses flammes a réussi à se lancer dans tous ses travaux. Et Oui. puis voilà, et donc, mais c'est vrai que comme toujours, pour toute chose, c'est l'intériorité qui permet de pas perdre, de pas se perdre dans l'extérieur. En fait, Oui. c'est la, la- la question dans toute activité, c'est quelle est la motivation, quel est le but, et puis ensuite, quel est l'ancrage, à quoi ça tient, quoi. Et si on n'est pas soi-même ancré intérieurement, tout peut partir en Oui. n'importe quoi. Finalement, c'est souvent on s'attarde à l'enveloppe, à l'aspect extérieur, Mhm.
Et, et c'est ça qui est touchant pour nous maintenant avec toutes ces années passées, quand les gens arrivent et disent oula, mais ici ça vibre bien. On se dit bon, bah, c'est que les gens ressentent au-delà de, Oui. justement des apparences. C'est beau, c'est sûr, on y travaille, voilà, il faut tondre, il faut passer la débroussailleuse, il faut voilà faire le ménage. Mais au-delà de ça, c'est l'état d'esprit qui anime le lieu qui fait que les gens ressentent autre chose Oui, parce que mais ça, c'est jamais gagné. Et ça, c'est aussi important, moi, je trouve, de jamais perdre ça de vue. Rien n'est acquis définitivement. En fait, c'est toujours à renouveler chaque jour, mais en soi. C'est-à-dire, qui est-ce que je sers? Est-ce que c'est mon ego ou exactement. est-ce que c'est la vie et faire que je sois au service de cette unité que j'ai envie qui s'exprime et qui se réalise dans ce monde qui manque tellement justement de complémentarité, quoi. Oui. Quel est le fondement finalement C'est ça. à travers tout ça? C'est drôle, je t'entends parler, puis il y a plein de petits mots justement que je voulais aborder avec toi. Tu parles d'élaguer, tu parles de frêne, et ça me fait penser à toute ton histoire. Est-ce que tu permets que je lise la quatrième de couverture du livre que tu as sorti en mars parce que ce lieu est chargé, quand on arrive, voilà, on voit que ce qui a été semé dans ce lieu, c'est vraiment la vie. Enfin, moi, je me sens vivante à chaque fois que je viens ici. Mais c'est parce qu'il y a toute une histoire hein, derrière ce lieu aussi. Fait que je vais lire une partie de la quatrième de couverture. Hervé le prêtre a souvent changé de métier avant de s'installer comme paysan en Creuse, son épouse et lui souhaitant offrir à leurs enfants de l'air pur et une nature préservée. Avec des amis venus les rejoindre, ils suivent un chemin spirituel non traditionnel quand Hervé se retrouve face à la mort, écrasé sous un frêne, lors d'un accident forestier. Dans l'attente de secours hypothétiques, seul face à une douleur extrême, guidé par la respiration et les enseignements reçus, il en réchappe miraculeusement, certes amputé, mais avec une foi et une joie nouvelle. Est-ce que tu peux nous raconter cette incroyable histoire? Oui, bah, on peut essayer. Donc, il faut que j'essaye de faire court. Euh, Tu as tout ton temps. oui, et je suis bavard aussi. Il faut aussi pas trop. En tout cas, si je vais pas assez à l'essentiel, t'hésiteras pas à D'accord. m'interrompre ou à me faire préciser. Mais donc, on a cette ferme, on est entre guillemets des faux paysans, mais en tout cas, n'empêche qu'on cultive pas mal de choses et qu'on passe notre temps dehors. En tout cas, moi plus peut-être que Blandine qui s'occupe de l'accueil, principalement, prioritairement. Et puis, il y a un jour, il y a un paysan, un voisin paysan qui vient me dire qu'il y a une grosse branche d'un faillard, d'un de mes grands, une branche, un mât d'un de mes faillards qui s'est cassé et qui est tombé dans son pré et ça va gâcher son herbe. Voilà, parce que le mât, c'est la branche, le faillard, c'est le hêtre. Ici, il y a des hêtres magnifiques. Et puis la veille, il y a eu un coup de vent et donc moi, j'ai pas encore été au pré, ou en tout cas celui qui m'a indiqué. Et il y a vraiment une grosse branche qui est tombée et qui s'est cassée. Et on est au printemps, c'est en mai. Et donc, comme c'est la pousse de l'herbe et qu'après on met les bêtes au pré, bah, si on ramasse pas tout de suite avant que l'herbe pousse, c'est vrai qu'après ça devient plus compliqué de ramasser les brindilles notamment, mais aussi ce tronc, parce qu'en fait, cette branche dont il m'a parlé, quand je vais me retrouver à aller au pré et à en faire un tas de bois, ça fait 3 stères de bois, 3 mètres cubes, une corde, on dit chez vous. Oui, quand même. Ouais. Voilà, donc c'est pas un petit morceau. Oui. Donc je vais au pré après le repas, je prends ma tronçonneuse, mon tracteur et je vais nettoyer tout ça et je vois à ce moment-là un peu plus bas dans le talus qu'il y a un autre arbre qui est cassé, qui tient en équilibre. Il est encroué de l'autre côté dans les branches du voisin. Alors ce qu'on appelle encroué, c'est attrapé ou bloqué dans les branches du voisin. D'accord. Et alors, est-ce que c'est le coup de vent de la veille, lui, qui l'a fait tomber? Je sais pas, et je passe pas souvent par là. Mais je me dis que c'est dangereux qu'il reste en équilibre. Et comme je suis équipé, bah, je descends tranquillement dans le talus. Il y a quelques mètres seulement qui m'en séparent. Et je commence à couper ce tronc, mais vraiment sans aucune inquiétude, sauf que ma tronçonneuse tourne en panne d'essence. Alors je retire la lame du tronc, je me déplace et je cherche en haut du talus mon bidon qui est resté près du tracteur. Et là, une des erreurs que je fais, parce que on m'a appris depuis que j'en ai fait plusieurs dans tout ce process, c'est que je passe dans l'axe du tronc et c'est à ce moment-là que l'arbre a cédé. Donc l'instant d'après, je me retrouve assis, écrasé sous un tronc de 20 mètres de haut, 30 cm de fût à la base. Ça doit faire entre 2 et 3 tonnes.
Et totalement sidéré de me retrouver là, j'ai rien compris. Je sais même pas si j'ai eu le temps de me retourner en entendant le bruit. En tout cas, ce qui est surprenant, c'est que je suis assis sur un genou. Ça fait partie des beaux symboles Oui, que j'ai eu. Assis sur un hou, mais enfin douloureux comme symbole. oui, oui. Assis sur un hou, se freine donc sur le genou gauche, qui est toujours accroché dans les branches du voisin, mais qui m'a bel et bien écrasé, puisque bon, d'un coup, je me retrouve coincé, j'ai encore la tronçonneuse à la main, je suis paniqué, j'essaye de redémarrer la tronçonneuse. Évidemment, c'est impossible puisqu'il n'y a plus d'essence. Ok. Et là, je regarde de l'autre côté du tronc, du côté gauche, et je découvre ma chaussure de marche, mais la semelle est tournée vers le ciel. Et je me dis, bon, bah là, ça, c'est fait. Le tronc m'a bel et bien écrasé, j'ai perdu ma jambe. Donc, surtout ne pas paniquer. La priorité, ça devient ça, ne pas m'affoler, ne pas paniquer, réfléchir, essayer de comprendre comment je peux m'en sortir. Et, Malgré la douleur, est-ce qu'elle était intense tout de suite? et là, la douleur monte, en effet, me part du pied, me monte jusqu'à la tête. Et donc, il faut, enfin, dans ma tête, il faut réagir vite et trouver des solutions. J'essaye de soulever le tronc, mais je me dis que je deviens fou. Comment je peux penser soulever une telle masse? Et là, ce qui me vient, c'est que, ah oui, je passe ma main le long de la jambe et là, je sens mon sang qui coule et je me dis, bon, bah là, c'est bon, je tiendrai jamais. Je sais que il est environ 14 heures. 14h30, je sais qu'on s'inquiétera pas de moi avant 19h parce que j'ai dit à mon épouse que j'y passerai l'après-midi. Euh, et donc, je perds mon sang, j'ai pas de téléphone. Hmm. À l'époque, j'ai pas ça. Et, euh, et là, je me dis, voilà, je vais mourir là. Quand même, comme je perds mon sang, je me dis, au moins te faire un garrot. Donc, j'enlève ma ceinture, j'entoure le haut de ma cuisse qui reste visible. Je serre tant bien que mal parce que évidemment, il n'y a pas de trou à ce diamètre. Tant pis, je resserre un peu plus. Là, la douleur me gagne d'autant. Euh, et puis, me voyant face à la mort, me vient cette idée que j'ai toujours dit que je mourrais en paix. Donc, que si ça doit être aujourd'hui, au moins que ce soit en paix. Et dire ces mots-là, pour moi, ça veut dire me recentrer, surtout ne pas m'affoler, ne pas partir dans ma tête et retrouver ce lien que je connais à l'intérieur. Et donc je commence à essayer de me focaliser sur ma respiration pour mourir en paix avec cet objectif de rester calme et d'être en paix. Euh, alors là, c'est une sorte de combat qui est difficile à exprimer en quelques mots et c'est ça que je raconte dans le livre. Donc c'est une plongée intérieure qui va durer 4 heures puisqu'on va me retrouver en effet à 19 heures. Et pendant ces 4 heures, la nécessité fait loi, comme on dit. Je découvre que soit je pars dans mes pensées qui peuvent être la colère, le refus, la peur, qui peuvent prendre plein de formes différentes, et à ce moment-là, la douleur est insupportable. Soit je me concentre sur ma respiration, et là, je découvre que la douleur peut devenir supportable, devenir acceptable, mais quand je suis dans l'instant présent et uniquement dans l'instant présent. Et là, je découvre seul le réel, que le réel est dans cet instant présent et que mes pensées finalement me coupent de lui. D'accord. Et donc, c'est comme une encre qu'on connaît quand on fait de la méditation. Il y a des moments où on a ces instants de grâce où d'un seul coup, on est comme hors du temps. Mhm. On touche à l'éternité. Et là, cette éternité devient, moi, ma bouée de survie. C'est-à-dire que soit je suis connecté à ce point-là, dans l'instant, au-delà des pensées que je vois circuler. Oui. Et là, je ne deviens pas fou, soit je bascule dans la folie, quoi. Alors, c'est des va-et-vient, hein, c'est pas une plongée continue, justement. C'est ça qui fait qu'on prend conscience de ce paradoxe Mhm. euh, de notre dualité, je Oui. dirais. Je passe par plein d'étapes, je trempe mon doigt dans ma jambe comme un encrier pour écrire sur le tronc en paix, parce que je veux laisser à mes enfants un témoignage, savoir que leur père est parti pas dans la panique, En paix. voilà, en paix. Oui. Mais en fait, il y a un moment donné où
la douleur, elle reste tellement insupportable euh, que je lâche en me disant bon, je veux plus rien, c'est bon, j'arrête. Et là, il y a un déclic qui se fait. Je réalise à quel point je suis orgueilleux. Alors que je suis face à la mort, à souffrir autant, je mets encore des conditions. Je veux mourir en paix. Ouais. Et là, c'est vraiment le déclic de me dire mais non, mais c'est n'importe quoi. Il est temps que tu comprennes que ce n'est pas toi le maître, que ce Ouais. n'est pas toi qui commande. Et donc, il y a ce lâcher-prise total de dire, bon, ok, c'est bon, j'accepte, je ne veux plus rien, je prends tout ce que la vie m'offre à cet instant. Et là, le cadeau de la vie, c'est qu'on me donne la force de supporter cet insupportable. Euh, et la douleur, elle est toujours là, mais elle devient acceptable. C'est comme si je la voyais, euh, je vois ces pics qui sortent de l'intérieur, là, qui me transpercent, qui essayent d'atteindre mon cœur et l'esprit qui d'un seul coup sont en paix, sont dans une sorte de bulle de lumière. Euh, je vois, je me sens dans un espace infini, je passe dans une sorte d'autre dimension. Je ne pense pas que je sois mort, comme après on m'a souvent posé cette question-là de la mort imminente ou de MI. En tout cas, moi, ce qui a été le plus dur pour moi ensuite, ça a été de mettre des mots sur ce que j'ai pu vivre, parce que c'est au-delà des mots, justement. Ouais. C'est au-delà de la compréhension. C'est quand on accepte de ne plus rien comprendre qu'on peut être pris par cette force. Le résultat, c'est que après, quand j'ai essayé de mettre des mots sur cette aventure, si on peut dire, sur cette expérience, il y avait vraiment la vie d'avant. Il y a eu 4 heures d'éternité en dehors du temps. Et il y a eu la vie d'après où c'était comme une renaissance. Je ressors de là, je suis plus du tout le même. Et surtout quand on me retrouve, j'ai un grand sourire. Je dis merci la vie. Je dis j'ai perdu ma jambe, ne vous inquiétez pas. J'ai reçu tellement que c'est pas grave. C'est pas et c'est moi qui résonne. Non, c'est pas le mot, mais en tout cas qui qui dit au sauveteur que tout va bien se passer, qu'ils n'ont Qui les pas à réconforte s'inquiéter. Oui, presque. c'est ça. Parce que bah, c'est-à-dire, c'est quand même totalement sidérant pour eux aussi de retrouver quelqu'un calme. Ils prennent mon pouls, ma tension, elles sont normaux. C'est ça, c'est parce que tu n'as pas perdu connaissance, ils te retrouvent, toutes tes constantes sont stables. C'est ça, C'est incroyable. c'est Enfin, ça. c'est, Donc c'est vrai que et en même temps, à partir du moment où les secours arrivent, donc c'est d'abord ma fille qui me retrouve, qui quand elle arrive, elle sent que son papa ça va pas, c'est pas normal qu'il soit pas là et elle va me chercher. Je sais pas qui lui a indiqué le prêt d'ailleurs. En tout cas, elle voit mon tracteur, puisque moi, je suis pas visible du haut du Grand Pré, il se dirige vers le tracteur. Elle m'appelle et là, je lui dis surtout de ne pas s'approcher parce que je sais elle a peur du son, elle serait capable de s'évanouir. Donc, elle repart dans l'autre sens. Sur mes indications, je lui dis va appeler l'hélicoptère, j'ai perdu beaucoup de sang. Appelle aussi notre ami Christophe pour qu'il vienne avec sa tronçonneuse et son tracteur élévateur. Alors j'ai appris il y a 2 jours seulement, c'est incroyable. J'ai recroisé Christophe, mon ami paysan et pompier, et il m'a dit des choses qu'il n'avait pas dit, donc ils sont même pas dans le bouquin, donc il y a des erreurs dans le livre. C'est juste D'accord. incroyable, c'est drôle, hein, comme quoi. C'est parce que le livre est sorti que du coup il m'a dit, tu sais, il y a des choses qu'il faut que je te dise que je t'ai jamais dit, notamment à quel point ça a été difficile pour lui d'intervenir. En tout cas, il est venu. C'est Colline qui l'a appelé par téléphone. Du coup, lui, il n'est pas passé par la case pompier, il n'est pas passé par la caserne, il n'était pas en habit de pompier. Et il m'a dit qu'il avait fait un vol plané de 15 mètres parce qu'il est arrivé à fond dans le pré. Il ne savait pas qu'il y avait un talus au milieu, enfin, une sorte de grosse bosse. Et il a fait vraiment une sorte de cascade. Heureusement, il n'a pas été Ah oui, accidenté. C'est ça, finalement. c'est ça. Et donc, il a vu comment j'étais coincé. Et il est reparti aussitôt. Et c'est là où je ne savais pas cet aller-retour-là pour aller chercher, en effet, revenir avec son tracteur parce qu'il fallait soulever ce tronc Ouais. pour me sortir. Et donc, on m'a retrouvé à 19h, mais on m'a sorti qu'à 22h. Et ces 3 heures ont été peut-être les plus dures parce que ils voulaient surtout pas, ces sauveteurs, et ensuite, quand le SAMU arrive avec l'hélicoptère, que je perde connaissance. Donc il y avait une tension qui était énorme, une tension extrêmement palpable. Et moi, on me parlait en permanence. Il fallait que je parle pour ne pas perdre connaissance, parce que en effet, dans ce genre de cas, comme pour les accidents de voiture, quand les gens sont incarcérés, la perte de conscience
fait perdre les constantes, en effet, et participe au décès, quoi. Donc, c'est vrai que tout ça, heureusement, j'en ai pas conscience, comme le fait que le moment le plus critique, c'est le moment où on soulève l'arbre, et où, à ce moment-là, les toxines peuvent remonter et nous tuer, quoi. Bon, là encore, j'ai appris quelque chose c'est troublant que je l'apprenne que 16 ans plus tard. En fait, moi, je dis dans le livre que l'arbre a été reposé sur ma jambe et je sais même pas pourquoi j'ai raconté ça. En tout cas, c'est ce que j'ai peut-être ressenti. Oui. Mais je pensais que j'en avais parlé avec eux. Donc, j'étais troublé que Christophe me dise non, non, mais l'arbre n'a pas été reposé. C'est le moment où, au contraire, on te désincarcère que tu ressens cette énorme douleur. Donc, voilà, je ne sais pas, on ne sait plus. À la limite, peu importe, c'est comme les gens qui disent ce qui t'a sauvé, c'est parce que tu t'es fait un garrot, c'est parce que tu n'as pas perdu connaissance. Moi, multifacteur, je pense. Voilà, je pense que c'est surtout parce que le frêne, donc j'étais écrasé par un frêne sur les racines du hêtre. Donc là, en tout cas, les symboles, eux, assis sur un hou. Assis sur un hou, qui me brûle, lui, pendant des heures et qui me donne une position qui est d'autant plus inconfortable. Mais en tout cas, c'est peut-être ces deux arbres qui ont fait compression tout simplement, qui fait que j'ai perdu certes mon sang, mais pas suffisamment, même si on m'a remis plusieurs litres quand même quand je suis arrivé à l'hôpital, mais en tout cas pas suffisamment pour que je meure. Ouais. En tout cas, cette expérience intérieure fait que je découvre vraiment ce qu'est le réel, et donc c'est ça avec lequel je reviens, c'était le réel n'est que dans l'instant présent. Le reste, c'est des fantasmes. Et notre tête, si on se laisse embarquer par nos pensées, nous coupe de cet instant présent. Et j'ai découvert que dans cet instant présent, même la douleur la plus extrême, dans la mesure où on est dans l'acceptation, nous ouvre à un autre champ de possible, mais aussi à un autre champ intérieur. Et cette douleur qu'on aurait pu trouver injuste, inacceptable, enfin en tout cas qui m'aurait pu m'amener dans un refus, dans la mesure où je l'ai accepté, m'a amené dans la lumière. Et c'est sûr que évidemment, on n'est plus le même après, parce que comment comprendre, et ça a été peut-être le plus dur, comment comprendre que la souffrance nous amène au point le plus lumineux de notre être, dont on pouvait peut-être avoir la préscience, mais en tout cas pas la conscience réelle. Après, on ne peut plus voir les choses pareillement. C'est-à-dire qu'on commence à douter des mots que l'on met sur les adversités, c'est-à-dire sur ce que l'on ne veut pas, sur ce qu'on trouve qu'elle n'a pas sa place. On se dit, mais est-ce que c'est pas moi qui le rend injuste ou anormal ou mal ou mauvais Donc ça ouvre à cette question du jugement qu'on porte sur les êtres et sur les choses. Mais en tout cas, c'est vrai que au début, c'est une secousse énorme. Je reviens illuminé, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire que je suis, c'est des mots que j'ai mis qu'après, en état de grâce. Je suis rayonnant, je peux pas mettre un vêtement parce que je suis en surchauffe. Les gens rentrent dans ma pièce, ils ont l'impression de prendre un coup de flash. Enfin, il y a vraiment une réalité qui me dépasse et qui nous dépasse complètement. Moi, le premier, comment comprendre que je sois devenu handicapé et que c'est une joie lumineuse, puissante comme j'en ai jamais connu qui me porte, quoi. Et alors, c'est pareil pour mes proches, évidemment. Après, les gens ont tendance à s'inquiéter pour moi. Hervé, il va falloir redescendre, il va falloir te calmer, quoi. Tu sais, il va falloir faire le deuil de ta jambe. Ça, c'est souvent les personnels médicaux qui parlent de ça. Mais en fait, moi, sous l'arbre, j'ai été prêt à tout quitter. Alors, tout ce que j'ai retrouvé le lendemain, y compris mon corps amputé, bien, je l'ai reçu comme un cadeau. Oui, je comprends. Donc c'est vrai que malgré tout, il y a l'inquiétude de se dire oui, mais tu vas redescendre, il va falloir se calmer, là, il va falloir atterrir. Mais en fait, pour moi, ça se traduit plus comme refermer la porte. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai vu que je refermais cette porte du cœur parce que c'était pas supportable de toujours sentir que quand les gens se plaignaient, par exemple, ouais, ça va pas, c'est pas comme il faut. Et moi, j'étais là à dire, non, mais attends, mais tout est possible à chaque instant. Et regarde, sens, respire. Tu vois, sens. Mais en fait, non, c'était pas traduisible, c'était pas communicable. Je pouvais certes témoigner,
de cette façon dont moi j'ai eu la chance de pouvoir prendre cette adversité. Mais c'est pas parce qu'on dit en un mot, attends, mais ton cœur, t'as tout dans ton cœur. Oui, 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 je Tout comprends. est Je possible, tu vas comprends voir. vraiment ce Mais que en tu veux fait, les dire. gens, tu leur dis une fois, tu leur dis deux fois, puis après, ils disent, ouais, faut qu'il arrête, lui, tu vois. Oui. Nous sommes des canaux, je suis un canal pour la vie, ben oui, mais il y a un moment donné, si tu répètes ça en boucle, tu deviens le donneur de leçons. Donc, donc petit à petit, j'ai vu que j'ai commencé à fermer, peut-être aussi parce que je savais pas communiquer, justement, trop flasher, je savais pas bien traduire ou je sais pas. En tout cas, le constat, c'est que bon, les gens passent à autre chose. Normalement, après, chacun gère son quotidien. Moi, j'ai dû réapprendre à marcher, c'est tout un parcours, et mes proches, eux, ont dû prendre en charge tout ce que je ne pouvais plus porter dans le matériel. Et la chance qu'on a eue, c'est que nos enfants ont décidé de reprendre la ferme et l'accueil. Et du coup, ça a été une sorte d'accélérateur, de booster. Alors, entre les deux, il y a eu une solidarité incroyable qui s'est passée autour parce que la saison arrivait, on était complet. Il y avait les animaux, il y avait le jardin. Donc là, c'est les amis, la famille, les voisins paysans, tout le monde se sont mobilisés, chacun selon ses compétences, ses disponibilités, et avec cet état d'esprit qui m'avait traversé et qui avait touché chacun. C'est-à-dire comme il me voyait avec une jambe en moins, mais dans l'incapacité de me plaindre, en disant merci la vie, personne n'osait se plaindre du fait de ce que chacun avait apporté à cause des répercussions de cet accident, quoi. Et en fait, du coup, c'est ce qui est devenu, ce qui était une expérience individuelle est devenu une expérience collective. Et bon, avec le temps, là aussi, et avec le travail autour de ce deuxième livre, et les spectacles qui vont en découler, la parole a été plus donnée notamment à Blandine, et j'ai pu mesurer qu'avec, bien tardivement, je trouve, à quel point finalement mes proches avaient été impactés et avaient pris sur eux et avaient porté aussi leur souffrance, mais qui finalement n'était pas nommable ou exprimable parce qu'on était à côté d'Hervé qui lui était amputé, alors quand même on va pas se plaindre. Il y a comme une espèce de hiérarchie. Oui, mais en même temps, je trouve que tu as raison, et en même temps, je pense qu'il faut absolument reconnaître euh, euh, cette souffrance et cette douleur que tous les proches peuvent vivre quand quelqu'un est au cœur de la difficulté. Mais là, c'est ce que je dis à la fin du livre, qui n'a pas rencontré un frêne dans sa vie? Le frêne, ça peut être un cancer, ça peut être un accident, ça peut être la perte d'un proche, d'un parent, d'un enfant. Donc, et donc, je trouve que c'est important de mesurer. Alors, je ne vais pas me culpabiliser, hein, c'est pas le genre de la maison, mais de vraiment voir que c'est jamais un seul être qui est impacté parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure l'accident ou la maladie est là pour soi ou pour les autres. C'est d'ailleurs souvent comme ça pour moi que je vois dorénavant les maladies neurologiques comme Alzheimer ou principalement ce genre de maladie d'ailleurs où on voit les gens perdre la tête, mais en fait on se rend compte que ça impacte tellement tous les proches que on se demande si le sens profond de cette maladie il est pas pour les autres et pas seulement pour soi. Donc là j'ai vu en tout cas j'ai pris conscience, on n'a jamais fini de prendre conscience que mes proches avaient porté énormément et que je l'avais pas forcément vu. Totalement focalisé évidemment sur ma rééducation, sur le réapprentissage de la marche, et que c'était important de savoir reconnaître ça et de savoir remercier parce que ils ont énormément porté. Les enfants ont repris la structure, ils avaient 17 ans. Et Jeanne a été se former comme cuistot, Colline a laissé tomber après ses études pour revenir aider. Enfin, voilà, c'était toute une démarche qui est magnifique, hein, moi je me suis senti gâté tous les jours. Tous les jours, je ne peux que dire merci par tout ce que j'ai pu recevoir. Et voilà, et donc l'accompagnement extérieur a été énorme. Après, moi, intérieurement, ce que je peux dire, c'est que cette joie qui m'a été offerte ne m'a jamais quitté. Si j'en parle, les larmes me viennent aux yeux, en fait, parce que je sais notre réalité profonde. Sous cet arbre, j'ai vu à quel point nous sommes tous reliés, parce que nous sommes dans notre racine tous un seul et même être, et que nous sommes qu'une cellule d'un grand corps. Et donc,
qu'évidemment, se vivre en opposition, se vivre dans la guerre, se vivre dans la violence, c'est juste une folie, pure folie. Que tout ce qui nourrit la séparativité est pure folie. Et évidemment, c'est le rôle du moi que de se croire indépendant et pour prendre ses responsabilités, pour vivre dans la durée, si possible, maintenir notre corps en vie, éviter la maladie. Ben voilà, il y a toute une responsabilité, je dirais, individuelle qui après nous renvoie d'ailleurs à notre libre arbitre. Mais en même temps, notre réalité profonde, c'est l'unité. Et c'est sûr que quand on est relié et qu'on ne veut plus quitter ce point intérieur, de fait, il y a plein de choses qui s'imposent, la solidarité, la compassion, l'amour. Mais là aussi, mettre des mots dessus, c'est pas toujours évident parce que le monde, parce que c'est comme parler de cette réalité invisible. Est-ce qu'il faut mettre Dieu? Est-ce qu'il faut parler de la vie? Est-ce qu'il faut parler du soi? Bah, avec le temps, maintenant, je me dis, bah, selon les lieux, exact. Oui, on peut changer de mot, c'est pas grave. Ce que je vois, c'est que quand on parle de cette réalité, elle est présence en soi, on se comprend et on se reconnaît. Et donc, je pense qu'il est temps que les individus de bonne volonté, je dis ça comme ça, parce que pour moi, c'est surtout de bon lâcher prise ou de grande humilité, parce qu'on n'est rien sans cette vie qui nous porte. Eh bien, il faut qu'ils sachent qu'ils existent, mais que de toute façon, ça ne change rien sur la responsabilité individuelle. Chacun doit faire son travail là où il est, avec ce qu'il est. C'est ça qui est magnifique, c'est tel qu'on est. On peut servir ce plan unitaire, on peut servir cette réalité-là. Il n'y a pas besoin de se transformer. Finalement, le devenir, le développement personnel, c'est un leurre. Quand on voit que justement, le développement, c'est surtout accepter de se mettre au service du plus grand en nous, quoi. J'ai fait un podcast là-dessus, c'est drôle que tu en parles. Il y a pas longtemps, je parle justement du développement personnel. À quel point, c'est quoi qu'on développe finalement? C'est quoi qu'on fait croître? C'est ça. Après, on peut toujours... ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des progrès à faire dans notre forme et qu'il n'y a pas justement ce respect de la vie sous toutes ses formes. Donc, je veux dire, il y a rien à dénier à l'ego. Pour moi, il est aussi sacré que il est la vie et il est sacré. Après, c'est ne pas faire que il devienne le maître. Voilà. Et donc, c'est sûr que c'est important de comprendre qu'il faut pouvoir se remettre entre les mains de la vie ou de Dieu pour d'autres, et que c'est ce lâcher prise là qui fait que ça s'appelle la foi. C'est un autre mot ou la confiance, pour parler de sous l'arbre. C'est vrai que ce qui a été extrêmement puissant, c'était de comprendre que c'est quand j'ai lâché, donc, quand j'ai accepté humblement de ne plus rien maîtriser, que cette force m'a été donnée. Et ça aussi, c'est une leçon que j'ai plus envie d'oublier, c'est de savoir que c'est dans ce lâcher-prise-là que la vie peut me montrer ce que j'ai à faire, à vivre, mieux que ce que je peux prétendre savoir d'avance. Et donc, c'est sûr que cette expérience, elle est toujours à renouveler parce que rien n'est acquis, que chaque jour est nouveau, que chaque instant est unique. Donc, il y a rien de définitif et ça serait une prétention justement de croire qu'on a acquis des choses. Par contre, il y a une logique qui apparaît, qui fait qu'on sait que c'est en se positionnant autrement en soi que l'ouverture peut se faire et que cette force peut me traverser, mais que cette force n'est pas moi, ne m'appartient pas. Je suis cette force quand je m'y donne totalement. Et là, ça nous révèle notre pleine puissance et ça nous rend notre grande responsabilité aux yeux de la vie. C'est-à-dire que à chaque instant, nous sommes possibles de rayonner, quoi. Et qu'est-ce que l'on rayonne? Qu'est-ce qu'on choisit de rayonner? Est-ce que c'est la force de l'ego qui se croit le maître ou est-ce que c'est la force de l'amour qui ne demande qu'à nous traverser pour pouvoir nous vivre dans cette unité qu'on peut palper, qu'on peut faire vibrer, et ça, c'est infini, quoi. Et voilà, et chacun dans sa forme, c'est ça qui est magnifique aussi. Chacun complémentaire avec les autres, on n'est pas pareil, on le saura jamais, et c'est ça qui est intéressant, qui est juste à vivre, quoi. Il y a rien, c'est au-delà de l'entendement, mais en même temps, c'est tellement simple. Oui, c'est très paradoxal. Et moi, quand j'écoutais ton histoire, il y a quelque chose, et là je t'écoute encore, et d'un côté je suis rassurée, mais d'un autre côté je suis déstabilisée, c'est que
avant qu'il t'arrive cet accident, tu étais déjà une personne qui cheminait intérieurement. C'est pas comme si il y a des personnes des fois qui vivent justement un choc, un accident, puis c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à avoir une vie intérieure, j'ai envie de dire. Tu cheminais déjà. Et en fait, moi, ce que ça me questionnait, je me suis rendu compte que malgré ce désir, en fait, ce désir profond que j'ai depuis des années de cette vie intérieure, de me rapprocher justement de cette lumière, comme tu parles, comme moi, pour moi, c'est le Christ en moi, en fait. Et je me dis, quand je t'ai entendu dire que tu n'étais pas le maître et que même ça, tu voulais le contrôler finalement, je me dis, mais même le fait de vouloir grandir intérieurement, ça, c'est encore du contrôle. Et depuis, ça me trotte, ça me trotte. Je me dis, mais comment on fait? Parce que finalement, on veut, mais c'est qui veut. Puis, et en fait, je me rends compte que c'est juste une qualité d'être et ça me ramène toujours à ce que tu partages sur l'instant présent, en fait. Cette espèce de lucidité sur le ici et maintenant. Et je trouve que c'est tellement difficile au quotidien. Et je me demande comment toi tu fais maintenant, pas que c'est fini, mais sur le moment, parce que je sais que dans ton témoignage aussi, tu disais que ce qui était difficile, c'est quand les gens sont revenus sur place et où là, tu as dû reparler, enfin, revenir dans le monde, en fait. Et cette dualité, et maintenant, comment au quotidien, je me dis, une fois que tu as goûté, comment tu fais quoi, pour y parvenir, en fait? En fait, je vais partir de ton dernier mot, j'essaye pas de parvenir. Ouais, c'est ça. Non, C'est-à-dire, quand je dis que de parler de la joie, ça permet instantanément pour moi de la recontacter, c'est que, en fait, quand tu dis je cheminais, on avait la chance d'avoir rencontré notre ami Johan qui est parti depuis de l'autre côté et qui a ouvert la voie et qui nous a ouvert ce chemin du cœur et qui lui parlait de logique et qui parlait il disait, moi je suis pas philosophe, je suis pas gourou, je suis pas un grand maître, je suis pas spiritualiste, je suis un pragmatique et je suis un réaliste. Et pour lui, cette logique de la vie, elle était implacable. Et moi, ça m'a énormément parlé et aidé, ça. Alors, le grand chamboulement, c'est que entre pressentir et comme ce que tu dis, aspirer à, et après être touché au point qu'il n'y a plus de questions, il y a plus de doute, quoi. C'est-à-dire, moi, quand des fois je me vois partir en vrille, être mal, tout simplement. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a là? Puis souvent, la petite voix arrive derrière et dit, Hervé, il t'en faut une deuxième? Non, non, c'est bon, ok, Je vais la garder. ok, je lâche ça veut dire, pour moi, être mal, ça veut dire que je fais pas ce que j'ai à faire. Être dans le doute, ça veut dire que j'écoute pas, je lâche pas. Pour moi, le point de départ, c'est cette gratitude. C'est ce merci la vie. Merci pour tout ce qui m'est donné. Merci pour être là. Et à partir de là, la porte est ouverte. Et après, pas commencer à oui, mais alors, non, je sais pas. Et c'est parce que je ne sais pas et que j'accepte de ne pas savoir qu'à ce moment-là, tout devient plus lumineux, plus dense, plus contrasté, que chaque personne que je rencontre devient la personne la plus importante. Et en effet, je peux, l'instant d'après, l'oublier et faire que je pense déjà à celle que j'ai rencontrée à 17h. Donc, c'est jamais gagné. Mais si j'ai reconnu cette logique-là, je peux me rappeler à l'ordre. Et plus je me rappelle vite à l'ordre, plus je peux vite revenir dans le réel, dans l'instant présent et dans cette plénitude qui n'attend que mon ouverture pour me prendre. Et donc, en effet, dès qu'on peut se contacter mutuellement sur ce plan-là, on s'aide, on s'entraide à pouvoir faire rayonner cette dimension qui n'attend que notre ouverture pour nous prendre. Quoi. Parce que nous sommes au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et entendre. C'est nous qui nous mettons nos propres limites. Après, attention, là encore, le propre du moi, c'est de vouloir en faire quelque chose de merveilleux, de magnifique, de lumineux, de ci, de ça. Non, l'humilité, c'est d'accepter que, tiens, Hervé, ce matin, ton taf, c'est d'aller nettoyer les toilettes. Voilà. Et sois pleinement présent et fais des belles toilettes. Et tu ressors de là et tu es content parce que tu as fait un beau toilette. C'est pas juste aller
toucher les gens d'une grâce certaine. Non, non, c'est pas, il y a pas de, parce que là, tout de suite, instantanément, tu vois, c'est tombé dans la prétention que oui, mais moi, c'est ça que j'ai à faire. Non, non, non. Ce que tu as à faire, c'est chaque jour, la vie va te le dire. Ouais. Ce que tu as à être et là où tu as à être. Et donc, je sais pas demain, et c'est ça qui fait que je peux être pleinement aujourd'hui. Voilà, je sais pas demain. Et ça fait partie des cadeaux aussi avec lesquels je suis ressorti de cet arbre. C'est qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on est un et indivisible, qu'on est tous une humanité une, quel sens ça a son propre devenir? Quel Ouais, sens ça a mon importance pour demain, pour après-demain? Mais c'est un leurre, c'est une folie. Ouais. Mon importance, c'est l'importance de la vie, de l'humanité. Qu'est-ce qu'on va en faire ensemble, quoi? Et donc, c'est libérateur. Parce que, on n'en a pas encore parlé, mais qu'est-ce qui s'est passé sous l'arbre? C'est que j'ai vu les deux logiques qui nous habitent. Soit celle de la peur, soit celle de l'amour. Ouais. Il n'y en a pas 36. La peur, c'est celle qui veut maîtriser. L'amour, c'est celle qui me permet de lâcher. Donc, quand on revient d'un face-à-face avec la mort et que j'ai vu que la mort, finalement, c'est qu'un passage. Oui. Et que, alors, certes, j'ai eu cette chance-là. Et la préparation avec notre ami Johan et tout ce travail qu'on avait fait, peut-être, entre autres, c'était pas pour rien. Si j'avais envie de mourir en paix, c'est qu'il nous y avait appelé en disant, bah, si aujourd'hui c'était notre dernier jour, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire avant de partir? Ouais. Ça, c'est un bon jeu que je vous propose. Ouais. C'est parce que moi, je sais que ça m'a fait énormément de bien. Ça permet d'apprendre à nettoyer les ardoises au fur et à mesure et de pas laisser traîner des choses horribles. Il y a quelqu'un à qui vous auriez aimé dire que vous l'aimez alors que vous êtes resté sur... Prenez votre téléphone aujourd'hui. Faites-le. C'est maintenant ou jamais. Ouais. Parce qu'on ne sait pas demain. Etc. Donc, pas de dossier, pas d'ardoise. Pour nettoyer. Et après, on est plus disponible. Et après, en effet, quand on n'a pas peur de la mort, et j'ai eu cette chance-là, et je le souhaite à n'importe qui, eh bien, finalement, il n'y a plus beaucoup de peurs Il peut y avoir des peurs réflexes. Hein, la voiture qui arrive, on l'a pas vu venir, bien évidemment. C'est instinctif et c'est nécessaire. Mais après, quand on voit la peur, on voit en soi à quel point on est en train de se refermer. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas à chaque instant avoir ce cœur ouvert et me laisser prendre par cet amour que je connais, que j'aime tellement laisser me traverser? Eh bien, à chaque fois, je vais voir, et c'est ça le jeu auquel j'ai joué l'année dernière quand je suis reparti à pied d'ici pour me rendre disponible, pour tester ça. Concrètement, j'ai rien de prévu, je veux aller témoigner, voir quand est-ce que je referme mon cœur. Qu'est-ce qui fait que mon cœur se referme? Eh bien, à chaque fois, c'était la peur ou la volonté de maîtrise, faire que ce soit autrement que ce qui est. Oui. Et ça passe par une petite pensée fugace. Ah non, mais c'est pas bien, il pleut. Qu'est-ce que c'est pas bien, il pleut? Mais pour qui te prétends-tu? Il pleut. Et ben oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile de marcher dans la boue, mais cette boue, elle m'a même abîmé mon pied, le seul qui me restait. Mais ce pied, avec ma cloque, m'a amené à un endroit où les gens m'ont pris en charge et m'ont conseillé, m'ont aidé. Ça m'a totalement dépassé. Je me suis retrouvé dans un gîte qui s'appelait le gîte de la Petite Lumière à Moissac, avec ma grosse ampoule au pied pour qu'on me soigne. Et là, j'ai fait des rencontres magnifiques. Notamment, j'ai rencontré une femme exemplaire qui s'appelle Mishka Zeliger, qui porte sa maladie avec une dignité comme j'aimerais que chacun puisse le faire, et il s'avère, est devenu mon éditrice, par exemple. Voilà. Ouais. Je vous donne cet exemple-là, mais j'en ai eu tous les jours. Et à chaque fois, la vie me montrait que quand, oui, cette adversité, bah, tu vas voir, bonhomme. Juste, la nomme pas mal. Vois où elle va t'amener, puisque toi, tu sais pas où je veux t'amener. Oui. Et à chaque fois, ça a été cadeau, quoi. Et après, c'est juste fascinant, parce que on ne voit plus la vie en acceptable, inacceptable, juste, injuste, mal, bien. On voit la vie en aventure. Tout devient nécessaire à vivre et l'occasion de prise de conscience. Et ça donne un relief, une densité que chaque personne qu'on rencontre a l'impression d'avoir un rendez-vous, quoi. Oui. Donc, on n'aspire pas à autre chose que de dire
fais de moi ce qu'il doit. Oui. Et ça me fait penser, j'ai une question qui me vient. Euh, Tu sais, tu dis que finalement tout peut avoir un sens et qu'il faut accepter ce qui nous vient, mais j'ai déjà rencontré des personnes, je n'ai pas discuté avec elles, mais entendu des personnes qui justement vivaient une épreuve, mais qui ne trouvaient pas de sens finalement. Mm. Est-ce que tu penses que c'est un piège, cette question du pourquoi? Ou est-ce que l'épreuve doit forcément avoir un sens? Enfin, Oui, très, très tu bonne sais, question. ouais, c'est Très, ça. très bonne question. Parce que ça peut être aussi... Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois, souvent, moi, ça s'est traduit chez moi par est-ce que tu as regretté est-ce que tu... pareil, il a fallu 15 ans pour que j'apprenne concrètement toutes les erreurs que j'avais faites. Bon. Mais moi, vu ce que j'ai reçu, Oui, ça serait indigne de regretter ou de vouloir que ça ait pu se passer autrement. oui. C'était moi justement ce qui a été fascinant, c'était de voir que cette épreuve, certes douloureuse et difficile, je ne pouvais que dire merci. Donc c'est Mhm. perturbant parce que c'est pas dans le registre du connu, je dirais. Oui, oui, oui. Alors de fait, après, c'est là où je parle de logique, c'est que de fait, moi j'ai dû mettre en application dès que je me vois, eh ben stop, Hervé, oula, ouvre, Mm. ouvre, réouvre. Mais c'est sûr que c'est passé par une case importante qui est d'accepter que je ne comprenne pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en fous en fait. En fait, je m'en fous. Et c'est sûr que moi, je suis toujours, je l'avoue, un peu réticent et en alerte quand je vois les choses sur comprendre la maladie. Voilà, il y a des bouquins complets Mhm. sur les significations de ce qui nous arrive. Et en même temps, je sens que ça peut être nécessaire et bien. Et Annick de Souzenel a travaillé beaucoup Oui, là-dessus. Voilà, et puis il y a eu d'autres livres, mais en tout cas, je dis pas que c'est pas utile. Ce que je sais, c'est que c'est la question de la hiérarchie, en effet, de toujours la même, qui est le maître. Si c'est la tête qui veut tout maîtriser, tout comprendre, tout analyser, je le sens pas bien. oui, Parce que des fois, il nous arrive une aventure et ça va être 20 ans plus tard qu'elle prend sens. oui. Et est-ce qu'on va passer sa vie à être en thérapie et à passer son temps à analyser, à réanalyser pendant 20 ans parce qu'on n'a pas compris? Je pense que là, il y a un problème, quoi. Oui, C'est-à-dire que pour moi, dans l'ordre de ce qui nous arrive, la première chose, c'est l'acceptation, la deuxième, le lâcher prise. Et après, la compréhension, c'est un plus. oui. C'est un plus. Mais souvent aussi, on me dit, mais est-ce que tu réfléchis, tu penses? Non, finalement, les pensées, pour moi, utiles, c'est celles qui me viennent. J'ai pas envie d'aller en chercher. Ça, je trouve qu'on est suffisamment encombré, Mhm. franchement, dans le mental, que justement, le propre de la méditation, de l'intériorisation, enfin, en tout cas pour moi, ça a été ça. Ça a été de commencer à voir le brouhaha qu'il y avait Mhm. dans ma tête, la pollution mentale qui pouvait m'habiter, Mhm. tous ces nuages qui pouvaient passer là, et arrêter de m'accrocher après, parce qu'à chaque fois que je m'accrochais à une pensée qui me traverse, eh ben j'étais plus en moi, j'étais Oui. plus centré. Donc moi le mental, oui c'est un super outil, mais quand il est au service de la vie et de notre réalité profonde. Mais si c'est pour qu'il commence à m'emmener dans ses peurs, dans ses flips, Mhm. dans ses désirs, dans ses... Oh là là. Oui. Oui, finalement, c'est qu'est-ce que tu en fais parce que le pourquoi, finalement, il peut cacher qu'on veut comprendre pour plus que ça réarrive. Donc, du coup, on est encore dans la peur. Enfin, Ah oui, alors en même temps, Cécilia, tu as raison. Je pense que c'est important de tirer des leçons de ce qui nous oui. arrive. Donc, c'est sûr que poser sa tête, savoir faire un bilan le soir en disant, bon, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui, qu'est-ce qui me reste, pour justement pas avoir de dossier. Voilà, je Mhm. pense que le mental, c'est un sacré bel outil, quoi. Mais je pense que c'est dès que c'est dans la volonté de maîtrise, et peut-être que l'autre éclairage par rapport à ça, c'est dès qu'on commence à se penser coupé. Mhm. C'est-à-dire, euh, il y a un bel ami, il me connaît pas, mais moi, je me sens tellement proche de tout ce dont il peut témoigner, c'est Jean-Bruno Falguière. Oui. Et je revois toujours cette petite vidéo où quelqu'un lui demande, mais oui, mais quand on est dans une situation où c'est tellement douloureux, c'est tellement... Il regarde et plus l'eau se reparle et plus il a un sourire qui s'élargit et avec ses yeux qui brillent de cette réalité profonde,
il dit, c'est qui souffre? La question, c'est qui souffre? Voilà. Notre être profond, il souffre pas. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être bienveillant avec cet être en nous qui souffre, mais juste pour lui dire, tu sais, oublie-toi, lâche et, et laisse-toi prendre. Et alors, ça, je suis désolé, mais c'est au-delà de la compréhension. Oui. Ce lâcher-prise-là, il est au-delà de la compréhension. Parce que notre réalité profonde, jamais des mots pourront la réduire. Et c'est ça qui est perturbant. C'est que lui, il voudrait tout comprendre, tout maîtriser, tout s'accaparer pour pouvoir reproduire, oui, maintenir, faire continuer. Non, 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 non. Tout ça, c'est fugace. Et pourtant, dans cet instant, il peut y avoir l'éternité. Et ça, tu peux comprendre? Non, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe là. Mais je sais qu'intérieurement, je sens que ce point d'ancrage, il est au-delà du temps, au-delà de l'espace. Ouais. Alors, ok, cherchez à comprendre, cherchez à maîtriser, cherchez à analyser, mais mettez le bien quand même dans son environnement, resituez le bien. Oui. Ne pensez pas que ça va être le tout compréhensible. Oui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Après, ce qui est beau, c'est ça, c'est que je pense que quand je vois toute cette diversité d'approches, là, depuis quelques temps, on a l'impression, on a reçu énormément de belles gens qui sont passés. Zétéo, ça a mis un sacré coup d'accélérateur. Je pense que ça va ouvrir encore d'autres portes. Et puis là, la porte du Québec qui s'ouvre, c'est juste incroyable. mais disons que je pense qu'il est temps qu'on voit que personne ne maîtrise rien et ne peut prétendre à savoir mieux que l'autre. C'est ça aussi qui a toujours été génial chez notre ami Johan, et c'est pour ça qu'il a vraiment passé sa vie à tout faire pour qu'il soit de pas devenir un gourou. C'était nous renvoyer à nous-mêmes. Il n'y a que nous pour nous-mêmes qui savons ce que nous avons à faire. En tout cas, la vie en nous, à travers nous. Mais jamais personne peut donner à l'autre. On peut renvoyer chacun à lui-même, mais on peut pas lui dire, tu sais, c'est ça que tu dois faire. Non, non, non. Déjà pour soi-même, c'est compliqué. Oui. C'est des processus tellement différents pour tout le monde. Et c'est peut-être pour ça aussi que, après ton expérience, cette envie de la partager, d'être contagieux finalement, peut-être pour ça qu'on se heurte à des murs, parce que ça résonne, ça fait un appel, je pense, dans la personne, mais c'est tellement individuel à chacun que ça peut mettre des murs justement et puis séparer, alors que le but c'est d'unir, quoi. Ouais. Alors, le chemin que ça m'a fait faire, c'est que, donc, en effet, je débordais de joie, d'amour, de vie, je ne comprenais pas. Juste après l'accident, j'ai eu tendance à refermer jusqu'à une certaine insatisfaction que je ne savais pas trop nommer et qui s'est traduit par ce besoin de partir à vélo, donc en 2022, du Puy-en-Velay. Bon, j'avais l'appel du chemin, mais moi, je ne me sentais pas de marcher, donc j'avais trouvé cette solution alternative du vélo électrique. Je ne savais pas non plus de quoi je serais capable, parce que j'avais fait 50 km quand je me suis mis au Puy-en-Velay. Et je me suis retrouvé un mois plus tard à Santiago, 1700 km plus loin. Mais le plus important là-dedans, c'est que quand j'ai passé les Pyrénées, je débordais de joie, d'amour, comme quand j'étais sous l'arbre. Et là, ça m'a troublé, parce que je me disais, mais pourquoi là et pas chez toi au quotidien? Oui. Et là, bouf. Alors ça aussi, ça fait partie des belles règles. Savoir se poser la question, c'est ça la preuve de l'humilité. Se poser intérieurement la question, se retourner vers l'intérieur et dire, aidez-moi, s'il te plaît, ou dis-moi. Chacun ses mots là aussi, mais et on est souvent surpris. En tout cas, moi, instantanément, ça a été foudroyant. C'était, mais Hervé, tu n'es pas à la hauteur de ce que tu as reçu. Il te faut témoigner. Alors là, par contre, ça m'a renvoyé au témoignage. Mais en fait, la prise de conscience, c'était ça, c'est que c'est pas pareil d'être un donneur de leçons ou de témoigner. Raconter mon histoire, et après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Mais au moins, quand on a vécu quelque chose comme ce que tu as vécu, Hervé, tu peux pas garder ça pour toi. C'est pas possible. Et là, je l'ai vraiment vécu. En effet, mesurer à quel point j'avais reçu un gâteau énorme et que je me gardais tout seul dans mon coin parce que j'avais peut-être pas su le partager. Et du coup, j'étais en train de m'étouffer avec, quoi. Et depuis que je suis revenu et que j'ai commencé à me remettre en marche, et le bouquin est ce fruit-là,
en découle, de réécrire, alors je savais pas de quoi je devais témoigner, comment, hein. Et puis j'ai repris le texte de l'accident et là je me suis dit, en fait, tout est là, tout est Ouais. dedans. Et je l'ai montré à des artistes puisqu'on a ce théâtre depuis, qui m'ont dit, ah mais moi c'est bien, il faut alors conférence gesticulée, conférence tout court, seul en scène. Et puis jusqu'à ce qu'il y ait un ami qui me dise, mais commence à faire des lectures. Et là, à chaque fois que je faisais une lecture, les gens étaient touchés, ils me disaient, mais il faut témoigner plus, et puis ils me posaient des questions, donc j'en rajoutais. Enfin, et en fait, ça s'est construit comme ça. Et j'ai vu que l'important, c'était le je. Ouais. Réussir au maximum à dire, bah voilà, pour moi, je vois les choses comme ça. Et après, libre à vous de ce que ça vous parle et que ça fasse écho, mais ça m'appartient pas. Voilà, Mais au moins, moi, je fais mon boulot. Ouais. J'arrête de garder pour moi euh, ce témoignage de cette réalité qui, pour moi, donne un tout autre sens à l'existence. Alors, évidemment, je me sens pas seul. Évidemment, j'ai rien inventé. Mais malgré tout, quand on voit le monde tel qu'il va, on se rend bien compte qu'on vit pas avec cette réalité-là et cette logique-là et ce cœur, finalement, tout est là. C'est que si on se donne à cette force de l'amour, ça change toutes nos relations au vivant et au vivant vraiment dans toutes ses Ouais. dimensions. Et de fait, toute cette mascarade du règne de l'ego, elle s'effondre, elle n'a plus de consistance. Et donc, c'est ça, je pense, l'importance de ce témoignage, de tous ces témoignages, parce que heureusement qu'on est nombreux à dire qu'une autre réalité est possible, et en même temps, elle est déjà là. C'est ça aussi, je pense, qui est fondamental. C'est ça aussi dont j'ai pris conscience peut-être mieux l'année dernière quand je suis parti à pied. Donc j'ai refait après le chemin l'année dernière. Donc j'ai fait 600 km à pied avec mes béquilles, porté par cette vie, mais ça m'échappait. Plus je marchais, plus je volais. Et à la fin, les gens me disaient, comment tu fais pour marcher? Je dis, je sais pas. Je vois là. Je faisais 20 km par jour. Bon, en tout cas, vraiment pris par cette force de l'amour. Et je voyais que euh, il y a que ça de vrai et qui, comment dire, ça me dépasse en fait. Je sais plus justement mettre les mots. Ouais. C'est-à-dire, après, on aspire qu'à ça, à faire vivre cette réalité à chaque instant. Et c'est devenu, c'est pas un mantra, mais en tout cas une nécessité parce que tout le reste se délite en face de ça, quoi. C'est-à-dire, et je vois aussi que ce que j'ai vu, oui, c'est ça. Je disais, ce monde est déjà là. C'est qu'en fait, quand on parle de l'amour aux gens, les yeux s'allument et les gens disent, oui, oui, moi aussi, j'en veux, j'y suis. Moi, j'ai rencontré personne qui me dise, non, non, mais c'est des conneries ce que tu racontes. Tu vois? Oui, oui, ouais, ouais, Qui, oui. qui fondamentalement n'aspire pas à l'amour, à l'harmonie, à faire vivre la Ouais, paix. ouais, ouais, ouais. Après que les gens soient vrillés et soient dans un tel mal-être Mhm. que la haine, ils aient la haine parce que eux, ils n'y arrivent pas, par exemple, ou parce qu'il y a plein de raisons possibles. Mais quand je me suis retrouvé après mon accident dans les centres de rééducation, j'ai été amputé 3 fois, j'ai fait presque une année complète finalement à côtoyer mes collègues amputés, handicapés, hémiplégiques, paraplégiques, tétraplégiques. Ouais. Et Dieu sait que la cour des miracles est grande et que cette souffrance, elle touche tout à chacun. Eh bien, ce que j'ai pu voir, c'est que quand je témoignais, j'ai vu des gens qui étaient dans des situations terribles. Je pense toujours à cette paraplégique, cette jeune eurasienne qui était passée par-dessus la fenêtre un soir de beuverie à 25 ans, tétraplégique. Donc Ouais. c'était ma voisine de chambre, donc j'avais passé du temps avec elle. Je la revois 3 mois plus tard, moi j'étais sorti, elle était toujours là et je vais la voir et elle me dit, tu sais Hervé, je sais pourquoi ça m'est arrivé. Alors que quand je l'avais rencontrée au début, elle était dans une haine Ouais, terrible, quoi. ouais. Et j'ai rencontré plusieurs fois des personnes comme ça qui m'ont dit, oui, je sais très bien ce que j'ai à faire, mais je suis pas prête, ou je suis Ok. pas prêt. Et en fait, je me suis dit qu'on ne sait pas le chemin de la conscience que chacun doit faire en lui-même. Mhm. Mais par contre, si on dénie aux gens ce droit d'évoluer, par la pitié, par exemple, ou en disant, mon pauvre petit, oh, t'as pas de chance, mais c'est horrible. C'est horrible. Parce que à partir du moment où les gens vivent une telle adversité, une telle difficulté, au moins donnons-leur la force de comprendre qu'il y a quelque chose à travers Mhm. ça, quelque chose doit se passer en eux. Euh, on m'a témoigné il y a peu de temps de quelqu'un qui a la maladie une forme de
Creutzfeldt-Jacob, là, ou non, l'autre maladie, Charcot. Oh, d'accord. Charcot. Cette personne ne peut communiquer que par les doigts depuis des années. C'est sa femme qui arrive à traduire visiblement, il doit être en lien avec les médias, ou en tout cas écouter les médias. Il voyait cette loi débile, totalement inconsciente de vouloir l'accompagnement de fin de vie là, qui vient de se voter en France, alors qu'on ne sait pas accompagner la vie, on veut accompagner la fin de vie. Et ça l'avait mis totalement en panique et il témoignait à sa femme et du coup, il a pu écrire un texte qu'elle a été lire à l'Assemblée nationale. Et cet homme qui, depuis 20 ans, ne peut communiquer que par les doigts et par les yeux, en clignant des yeux, disait, mais vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de signer, là, cette loi, ça ferait que moi, depuis 20 ans, je ne pourrais pas avoir le droit de vivre alors que je veux vivre, même dans cette condition. Ouais. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important qu'on l'entende, quoi. C'est-à-dire que, mais qui est-on pour prétendre enlever la vie de quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, va passer dans un trou noir et va dire, mais je préfère mourir que de... Mais oui, mais et alors, et qu'est-ce qu'on sait de ce tunnel? Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout du tunnel? Moi, je peux vous dire que j'ai passé... Alors moi, j'ai eu de la chance, ça a duré 4 heures par rapport à des gens qui vont passer 20 ans de cancer. Mais est-ce que ces gens-là, pour autant, on va leur enlever la... Pourquoi ils veulent la 32e ou 35e chimiothérapie? Vous ne croyez pas que c'est parce qu'ils veulent vivre? Voilà. Donc, c'est un petit coup de gueule au passage, mais par rapport à cette dignité, si on voit notre existence terrestre comme une conscience en chair incarnée, à ce moment-là, je veux dire, on a juste envie de s'accompagner mutuellement, de se soutenir dans ces traversées, mais la lumière, elle est toujours là, derrière le soleil, derrière les nuages, hein, c'est sûr. Bien sûr. Mais je pense que pour moi, c'est un vrai problème de société, mais à l'échelle mondiale, c'est que la souffrance, on fait tout pour l'étouffer, en fait. Donc, si on veut ces lois pour l'aide médicale à mourir, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle ici, qui est déjà légal au Québec, hein, c'est déjà en place depuis quelques temps. C'est pourquoi? C'est parce qu'on ne supporte pas l'inconfort, la souffrance, et je ne comprends pas. Et la mort. Et la mort. Et la mort. Et si on ne va pas bien, on va très facilement être sous les antidépresseurs. Il faut absolument, même les enfants, on leur évite absolument de se faire mal, de tomber. C'est ça. Et moi, pour moi, c'est vraiment ça qui a motivé mon podcast, parce que je sais, à ma petite échelle, je n'ai pas perdu une jambe, mais je sais à quel point la souffrance amène une telle lucidité sur justement cet instant présent. Moi, des fois, j'y pensais et je ne veux pas attirer la souffrance, mais je me dis, mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu de moments de lucidité parce que tout va bien. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. Des fois, j'ai l'impression qu'il faudrait que je souffre un petit peu pour me recentrer sur l'essentiel. C'est quand même... Après, je ne pense pas que l'épreuve est obligatoire. On aimerait tous les épargner, mais je pense que ça peut être un très beau cadeau et en fait, on ne veut pas, quoi. Donc, on met tout pour l'étouffer et finalement, on se prive de beaucoup, quoi. C'est bien, c'est juste, hein. C'est sûr qu'il y a une période là mais ça va avec ce règne de l'ego, hein. C'est sûr qu'à partir du moment où on veut tout maîtriser, bien évidemment, il n'y a pas de place pour le plan spirituel de l'être humain. Donc après, tout en découle. C'est pour ça que cette vie apparaît comme folie. Cette vie sociétale, elle est folie, de fait. C'est pour ça aussi qu'il y a les extrémismes. Parce qu'il y a des gens qui sentent bien que c'est folie et qui voudraient exprimer cet autre plan et lui donner une place. Mais si on veut pas les entendre, eh bien, on passe dans des choses radicales. Ouais. Donc, c'était notre ami Johan encore qui disait que les terroristes posent les bonnes questions, mais n'ont pas les réponses. Oui. Donc, on en est là. Donc, c'est sûr que, parce que finalement, quand on est inconscient, je pense qu'on ne mesure pas la violence que peut être ces positionnements, comme là, par exemple, sur cette loi en fin de vie. Mais je veux dire, ces temps-ci, donc, nos parents vieillissants, nous, on passe notre temps à aller en maison de retraite. C'est terrible. C'est juste terrible. Je dis pas que j'ai des solutions, hein, parce qu'après, voilà, le truc, il est là, c'est que je pense que individuellement, personne n'a la solution et personne ne peut prétendre à savoir. Mais c'est pour ça qu'il y a un véritable retournement à faire. C'était le titre du dernier livre d'Annick de Souzenel, Le Grand Retournement.
C'est ça, c'est vraiment partir de l'intérieur vers l'extérieur, redonner sa place à cette dimension spirituelle qui donne sens. Parce que si on part de l'unité avant de se voir comme des êtres lâchés, là, comme des gamins de 4 ans dans une cour de récréation qui se mettent à hurler dans tous les sens, mais ça n'a aucun sens. Évidemment que ça n'a aucun sens. À celui qui va être le plus beau, le meilleur, le plus riche. Enfin, je veux dire, c'est juste, on est dans un monde de fous, quoi. Donc, et en même temps, quand on va de cœur à cœur, on se rend compte qu'il y a tellement de cœurs qui sont déjà ouverts, qui sont déjà là à vibrer, qui n'attendent que ça, que de se relier. Et donc finalement, on se dit, bah, arrêtons de aussi continuer à nourrir cette illusion généralisée et concentrons-nous. Bravo, merci pour ce podcast. Concentrons-nous chacun à notre échelle sur faire germer la beauté. Parce qu'elle est déjà là en nous. Et moi, je ne sais pas si tu as besoin de souffrance, mais je la vois dans tes yeux. Donc, je te remercie de la cultiver déjà et de la laisser traverser surtout. Parce que voilà, elle ne t'appartient pas, cette lumière. Et comme elle ne m'appartient pas, mais par contre, on peut semer des graines, chacun du mieux qu'il peut, là où il est, sans prétention. Je veux dire, un receveur de la poste qui nous accueille avec un sourire, ça fait déjà sa journée. Mais il peut aussi faire la gueule, ça fait moins sa journée. Mais on peut lui rendre un sourire pareil pour essayer de lui sourire. Mais bien sûr, on a la même. C'est ça. En fait, c'est de rester sur l'être. Lâcher les rênes. Moi, c'est ça qui me revient souvent. Lâcher les rênes, lâcher prise et le contrôle et se focuser sur l'être finalement. Est-ce que tu voudrais conclure avec une inspiration ou un message particulier pour ceux qui vont nous écouter? Déjà, merci. C'est un grand merci qui me vient parce que c'est toujours un beau cadeau que de pouvoir parler du cœur, à partir du cœur. Ce qui m'habite là, ces temps-ci, c'est vraiment ce besoin de reprendre confiance, chacun intérieurement, j'allais dire reprendre notre pleine puissance. Je trouve que là où on a perdu pied, c'est quand on finit par croire que tout est perdu, qu'on va dans le mur, que le monde est laid, que moi je ne peux rien. Là, il y a un vrai problème, mais il y a un problème intérieur. Parce que si je suis connecté, je sais que je suis capable de je ne sais pas quoi, mais qui dépasse mon entendement, mais que je peux déjà énormément faire de choses, déjà dans la propre maîtrise de mon être. Alors, c'est paradoxal là aussi de parler de lâcher prise et après de parler de maîtrise, mais en tout cas du mental, de ne pas m'illusionner, d'arrêter de m'illusionner et de faire faire ce choix du lâcher prise. Et là, à ce moment-là, ce qui peut me traverser est au-delà de ma compréhension, au-delà de mon entendement, mais ça me rend puissant d'amour. Voilà. Nous sommes une potentialité d'amour à chaque instant, au-delà de tout ce que je peux penser, quoi. Et donc, soyons confiants, chacun est capable, chacun peut le faire, chacun peut offrir à l'autre cet amour, et donc, n'ayons pas peur. Merci beaucoup Hervé pour ton temps et pour ce bel accueil à Marlange. Merci.